Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous pour cette fin du mois d'octobre? Moi, ça va, petite forme, grande forme, on s'en moque. Tout le monde l'attend avec grand moment, c'est Halloween. Donc préparez votre stock de bonbons. Mais attendez, là, personne ne me dit rien alors que je suis habillé comme n'importe qui toujours, alors que c'est Halloween. Je reviens. 1 minute later. Petit chapeau, et là, on est paré pour la séance spéciale horreur. Donc, préparez votre plus gros sac de bonbons, votre petit soupe de potiron et installez-vous chaudement. À l'image de l'épisode spécial recommandation été, ici je vais vous présenter plusieurs œuvres de façon succincte et dont le point commun est l'horreur avec un grand H et l'épouvante avec un petit E. Par ailleurs, la seule différence entre les différentes œuvres sera le format et non pas les différents genres ou thématiques. Je vais avant tout vous parler de manga puis de films. Je mettrai les différents chapitres / timecode dans la description. Ce faisant, vous pouvez aller directement sur les œuvres qui vous intéressent ou les formats des œuvres qui vous intéressent. Et comme les vampires aux dents longues, suçons le vif du sujet. Pas sûr de cette, encore une fois. Pour ouvrir le bal des recommandations manga, je vais vous parler non pas d'une œuvre, ni de deux, mais bien de trois, dont deux sont sortis cette année ou sortiront cette année. Commençons par le commencement. Est-ce que vous connaissez Junji Ito? Ce nom vous est peut-être familier car il est considéré aujourd'hui comme l'un des grands maîtres manga d'horreur. Depuis fin 2021, la jeune maison d'édition Mangetsu a républié ou réédité les œuvres de Junji Ito. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler des 7 œuvres éditées chez Mangetsu de Junji Ito car déjà la vidéo sera encore une fois beaucoup trop longue, mais de façon générale je vous recommande l'auteur si vous êtes amateur de l'horreur et que vous voulez vous lancer dans les mangas. Et une excellente porte d'entrée est le journal de Soichi. Soichi est un jeune garçon étrange ayant systématiquement des clous dans la bouche en raison d'un manque de fer dans son corps. S'intéressant de près aux sciences occultes et armé de ses poupées voodoo, il multiplie les facéties auprès de son entourage, camarades de classe, professeurs, famille. Personne n'échappera aux caprices de l'excentrique collégien. Ne vous inquiétez pas, avec le journal de Soichi, on rentre tout doucement dans l'univers de l'horreur de Junji Ito. Car malgré le synopsis ainsi que les différentes images que j'ai pu vous montrer depuis tout à l'heure du manga, c'est avant tout une œuvre assez comique, car Soichi est assez maladroit ou a énormément de maladresse lorsqu'il veut réaliser des malédictions ou toute autre sorte de l'occulte. Ce faisant, ça se retourne souvent contre lui. Et étant donné qu'il y a énormément de retours de bâton contre Soichi ou envers Soichi, cela rend l'œuvre plutôt rigolo ou un peu en rire jaune. Via ce retour de bâton envers Soichi, rend l'œuvre ou le positionne entre l'humour et l'horreur. Tous les deux commençant par un grand H. Et cela est accentué de par la narration car un chapitre ou quelques chapitres font une histoire courte. Ce qui fait qu'ici vous avez un beau recueil d'histoires courtes qui vont être narrées de la même manière au cours des chapitres, ou en tout cas avec la même trame scénaristique. On a la mise en place de quelque chose d'occulte réalisé ou découvert par Soichi, une cible ou des cibles vers qui il va se tourner pour essayer ces nouvelles arts occultes, et enfin, le retour de bâton comme je disais tout à l'heure. Mis à part les dernières pages de chaque chapitre qui correspondent plus ou moins à ce retour de bâton envers Soichi, tout le reste crée une ambiance assez lourde et qui est vraiment aidée ou accentuée par le dessin de Junji Ito, et notamment par moments par les déformations du corps ou des visages des personnes, la mise en place de créatures particulières on va dire, ou d'insectes, ce genre de choses. Il va jouer un peu sur nos peurs primaires et le détourner au mieux, et souvent avec un peu d'humour au travers des yeux de Soichi. Et heureusement qu'il y a ce retour de karma envers Soichi qui permet d'alléger les situations. Car s'il n'y avait pas ça et il pouvait aller jusqu'au bout de chacune des malédictions ou des choses qu'il mettrait en place, il serait considéré facilement comme un grand méchant, car il est vraiment machiavélique au fin fond de son âme. Il ne se remettra jamais en question et agissera toujours de façon égoïste et arrogante. Il se considérera toujours meilleur que les autres, mais pourtant, il va se louper. Imaginez, c'est comme si vous aviez un petit frère qui, au lieu de vous mettre du poil à gratter dans votre t-shirt, invoquerait un esprit pour vous posséder la nuit ou vous empêcher de dormir, ou faire échouer dans vos examens, voire vous tuer. Pas la même ambiance, on est d'accord. Pourtant, c'est ce que fait Soichi, et c'est peut-être là la vraie chose épouvantable dans tout ça, c'est que on souhaite le malheur des autres. Et Junji Ito, il y arrive à nous faire croire ça. Bravo, monsieur Ito. Bravo. Parlons du manga en lui-même. Le journal de Soichi est terminé en un volume chez l'éditeur Mangetsu. Donc c'est super sympa.
En plus, nous avons là, j'espère que vous pouvez bien le voir, un bel ouvrage. La couverture est légèrement dorée et vraiment le papier est aussi de très bonne qualité. Je vais essayer de le montrer au mieux. C'est un beau blanc, vraiment. Et les quatrièmes, ou en tout cas les différentes pages de couverture sont cartonnées. Et c'est vraiment agréable en main. Pourtant, et peut-être ça va être le petit bémol pour certains et certaines, ici nous avons là une œuvre qui coûte 24,95 € que je vais rendir à 25 €. Mais ça peut être une excellente, comme je disais tout à l'heure, porte d'entrée dans l'univers de Junji Ito, mais aussi de l'horreur version manga. Donc à offrir peut-être post-Halloween à Noël, ça serait un parfait cadeau. Et en plus, comme je vous le dis, bon, j'ai du mal à feuilleter avec ma main complètement brûlée, enfin brûlée, voilà, on se comprend. Mais les pages sont de très bonne qualité, les traductions sont nickel. De plus, les traductions et l'adaptation des différents textes de Junji Ito est réalisée par Anaïs Quicklin, je ne sais pas comment prononcer votre nom, je suis navré, mais en tout cas c'est vraiment fait aux petits oignons et c'est nickel. Idem pour le lettrage qui est réalisé par le studio Black Studio, si je ne me trompe pas. Les mangas Junji Ito auprès de la maison d'édition Mangetsu sont tip top, mais ce qui peut gêner, je pense surtout, c'est le prix, car je ne sais pas si on voit correctement à la caméra, mais ils en ont plein, comme je disais, 7, et qu'en beau format, grand format, mais 25 € pour certaines œuvres, pardon. Et c'est peut-être ça, le cauchemar de votre portefeuille. 25 € dans un bon manga. Pensez-y. Une fois que vous avez mis le pied dans l'univers de Junji Ito, vous serez aspiré dans la spirale de l'horreur. Par ailleurs, si vous voulez peut-être vous essayer avant de mettre 25 € dans une œuvre, sachez qu'il y a une adaptation animée du journal de Soichi se trouvant sur Netflix qui compte de mémoire 12 épisodes et pour une raison que j'ignore, j'adore énormément le générique de fin. Extrait. Et pour rester dans les histoires courtes, je vais vous parler d'un manga qui est sorti tout récemment, le 26 octobre, donc quelques jours avant Halloween, auprès de Akata, dans la collection What the Fuck. Le manga s'appelle Mes 100 contes mortels de Anji Matono. Synopsis. Série d'horreur décrivant la ronde des 100 histoires de fantômes. Un vieux conte populaire originaire du Japon, raconté à travers le regard de Yuma. Un garçon qui vit dans une maison troublée. Souvent utilisé comme test de courage, les participants racontent ces 100 histoires surnaturelles, soufflent sur une bougie et se regardent dans un miroir à la fin de chaque histoire. Lorsque la 100e bougie est soufflée, on dit que les fantômes et les démons sont convoqués dans notre monde. Alors, au vu du synopsis, on peut s'imaginer tout simplement un enchaînement d'histoires courtes qui n'ont pas forcément de lien entre elles. C'est le cas. Les histoires, ou plutôt les contes mortels racontés par Yuma, n'ont pas de lien entre elles. Ce faisant, dans un volume, vous allez donc avoir 8 ou 9 histoires différentes, remplies à la fois d'épouvante, de malaise ou complètement d'horreur. J'imagine que ça peut être un frein pour vous d'avoir un manga ou une œuvre qui peut sembler être répétitif. Un chapitre, une histoire, un chapitre, une histoire. Cependant, le fil rouge de l'histoire, c'est Yuma, car pour avoir des contes mortels, il nous faut un narrateur. Ce faisant, au début de chaque chapitre et à la fin de chaque chapitre, il va introduire une histoire et conclure une histoire. Et au travers de cette manière, on verra différents éléments de son quotidien. Et c'est là où c'est très fort, car ça va jouer énormément, ou une grande partie sur notre imagination. On voit très peu de choses, car les apparitions de Yuma se font littéralement sur 4-5 cases par chapitre, mais pourtant, ça évolue assez vite dans son quotidien. Et c'est une manière très maligne de nous investir, lecteurs et lectrices, dans cette œuvre, car au travers de tout ça et des différentes histoires courtes que peut nous raconter Yuma, on va s'imaginer au travers potentiellement des différents éléments du surnaturel ou autre, ce qui est en train d'arriver à ce dernier, et surtout ce qu'il se passe dans sa maison, au sein de sa famille. Et cela va mettre par moments en doute la frontière du réel et de l'imaginaire au sein de l'œuvre. Par ailleurs, à la manière de Junji Ito, ici, Anji Matono va porter un détail sur les expressions des personnages et surtout sur les twists de chaque histoire. Cependant, et soyons honnêtes, les histoires sont assez inégales en termes de narration et d'angoisse proposée. Certaines vous laisseront une marque ou occuperont vos pensées, alors que d'autres seront oubliables. Bon, vous constatez que j'ai les mains vides, car au moment où je tourne la vidéo, on n'est pas encore le 26 octobre, mais promis, je achète le manga quand il sort. Pourquoi ? Déjà, c'est une œuvre que je suis via Twitter où l'auteur poste par moment des extraits en japonais, mais c'est toujours aussi intéressant. Et surtout que la collection What the Fuck d'Akata est une collection que j'apprécie énormément. Au-delà de la maison d'édition aussi, où je trouve qu'ils ont énormément de variétés,
Mais la collection What the Fuck a un petit quelque chose que j'apprécie et qu'on voit pas forcément auprès des autres maisons d'édition françaises ou japonaises. Ça porte bien son nom, c'est What the Fuck, on trouve de tout et on passe un bon moment à la lecture de chacune des œuvres. Chacun. Je perds la tête ce soir. Petit warning. Les contes sont racontés par un enfant de primaire, donc Yuma, et on peut s'attendre que ces contes se rapprochent aux histoires de chair de poule, donc assez enfantin, un peu dans l'épouvante. Ce n'est pas le cas. Il y a pas mal de gore et notamment des sujets un peu plus, conséquents et lourds, notamment des meurtres ou autres, ou peut-être du cannibalisme, etc., etc. Donc c'est assez graphique et c'est vraiment montré. De plus, au travers du quotidien de Yuma, ça peut être dérangeant. Dans le synopsis français que vous pouvez retrouver sur pas mal de sites, c'est écrit que Yuma a des pensées suicidaires. Mais sur le synopsis de la version anglaise, ça parle que Yuma a des problèmes au sein de sa famille, ou en tout cas dans son domicile. Je préfère mettre un petit warning et peut-être un petit spoiler, mais c'est pas forcément évident de se dire, de s'imaginer, ça peut être très malsain de se demander qu'est-ce qui se passe au sein de la famille de Yuma pour qu'il arrive à ce point. Est-ce qu'il veut se suicider, est-ce qu'il va se scarifier, ou peut-être aussi c'est un enfant battu. Donc il peut y avoir des scènes dérangeantes avec donc Yuma. Toujours pour rester dans cette lignée d'histoire courte version manga, je vais vous parler de PTSD Radio. Et oui, je ne m'embête plus à faire des transitions recherchées, on va dans le vif du sujet. Bon, ça se voit peut-être pas, quoique si, mais dès que je pense à PTSD Radio de Masaaki Nakayama, je suis en train de me décomposer littéralement. Déjà, l'œuvre a été annoncée ou sortira en France, on sait pas trop. On aurait espéré, en tout cas j'aurais aimé, vraiment c'est juste un acte égoïste, mais j'aurais aimé le voir arriver pour Halloween de cette année. Il sera édité chez Mangetsu, mais aujourd'hui on n'a pas encore de date d'arrivée. De quoi parle cette œuvre qui m'a fait perdre littéralement le bras ? C'est un recueil d'histoires anthologiques d'horreur n'ayant pas forcément de lien, quoique si, autour d'un dieu des cheveux, mais voilà. Merci beaucoup Voix Off de ce résumé des plus éclatés pour ce soir d'Halloween. J'en rigole ou j'essaie d'en blaguer énormément, mais il faut savoir que PTSD Radio est pour moi l'un des mangas qui m'a le plus marqué, choqué et surtout mis mal à l'aise à la lecture de chaque chapitre. Vraiment, je ne rigole absolument pas. Encore quand j'étais en train de préparer cet épisode ou cette vidéo, j'ai lu quelques chapitres pour me remettre dedans. Et mon Dieu, ça me noue toujours autant l'estomac. Et pourtant, je me considère pas spécialement comme un peureux à la lecture de manga. Autant sur les films ou séries, c'est une autre histoire, je suis vraiment une poule mouillée. Mais dans les romans, manga, BD ou autres, ça va. J'ai plutôt l'estomac plutôt solide. Mais alors là... Et j'ai lu Junji Ito. Aucun rapport, mais j'ai envie de le dire. Ce malaise, avant tout, est créé par le format des chapitres. Ils sont courts et se terminent de manière abrupte et souvent sans réelle conclusion à ce qu'il vient de se passer. Une narration classique serait que un personnage voit quelque chose d'anormal ou subit quelque chose d'anormal, il enquête ou essaye de trouver une solution logique ou religieuse, puis résolution de l'événement avec conclusion positive ou négative. Ici, on a juste la première partie, c'est-à-dire l'élément paranormal avec impact sur le personnage de façon directe et indirecte. Puis, fin du chapitre. Et on passe à une autre histoire. Et pas avec ce genre de narration, on est toujours un peu en état d'alerte, un peu sur les nerfs, car il n'y a pas réellement de résolution à la fin de chaque chapitre. De plus, vu que ça peut se passer facilement dans notre quotidien, on peut s'imaginer mille et une choses, car on se voit potentiellement dans les mêmes situations que les différents personnages, sans réellement de manière de résoudre les différentes situations. Et c'est là où on se dit, si j'étais dans le même cas, je suis mort. Vraiment, je sais pas comment je ferais. Car on ne sait pas comment faire et l'auteur nous donne aucune clé. Je pense que c'est là la vraie force de l'œuvre, c'est qu'on voit souvent les visages apeurés des personnages et ça conclut là-dessus. Et cela marque encore plus le côté horrifique de chacun des chapitres, car la seule chose qu'on se rappelle, c'est créature, visage d'horreur du personnage, le néant. Et les dessins de Masaaki Nakayama sont aux petits oignons, réellement. Même Manager Tako le dit. Pour vous donner une idée du style de dessin de Masaaki Nakayama et du malaise que ça peut produire, je peux juste vous présenter les différents volumes ou les couvertures de volumes. Et je sais pas vous, mais déjà rien que ça, je me sens oppressé, observé, comme si rien n'allait, réellement. Au-delà des couvertures, les dessins ou le dessin de Masaaki Nakayama
est vraiment incroyable, car il arrive dans n'importe quelle situation, et souvent dans des chapitres qui font même pas plus de 8 pages, à nous mettre mal à l'aise, que ce soit dans les expressions des personnages, les déformations des corps et ou visages, mais aussi dans la narration qui est vraiment soulignée par l'apparition, par moment ou non, de personnages, on va dire, surnaturels, obscurs. Et chaque chose qui se passe dans les chapitres sont parfaitement représentés et sont vraiment, encore une fois, ancrés dans ce réel, dans notre quotidien, qui rend encore la chose des plus effrayantes. Il se peut que je bafouille énormément et que je répète mes idées. PTSD Radio est pour moi l'œuvre, ou en tout cas une des œuvres les plus horrifiques qu'il m'est arrivé à lire, et je suis complètement désorienté quand j'en parle. Pourtant, je l'apprécie énormément. Je crois que je suis dans une relation des plus toxiques avec ce genre d'œuvre. Maintenant, ce qui peut faire encore une fois peur, c'est ce format d'œuvre. C'est-à-dire des histoires courtes. Bon, bien qu'ici, il y a un fil rouge, mais sachez que le manga est entre grosses guillemets terminé en 6 volumes. Ou plutôt est en pause depuis le 6e volume, donc depuis 2016 si je ne m'abuse. Mais cette histoire est loin d'être anecdotique. Quelques années avant la sérialisation de PTSD Radio, l'auteur décida de louer un nouvel appartement, ou en tout cas un nouveau lieu de travail, pour tout simplement faire toutes ses œuvres. De plus, il recruta une ribambelle d'assistants pour tout simplement l'accompagner et terminer à temps chacun ou chacune de ses œuvres. La première chose inhabituelle que l'auteur et ses assistants vont rencontrer est tout simplement la présence d'un hôtel complètement brisé non loin de leur lieu de travail. Peut-être que vous ne le savez pas, et auquel cas j'enfonce une porte ouverte, mais le Japon est un pays très traditionnel et aussi très croyant. Ce faisant, ils ont énormément de temples ou de lieux à laquelle on peut se recueillir, prier. Mais avoir un hôtel, ou en tout cas une porte de torii complètement cassée, c'est assez inhabituel, voire de mauvais augure. Mais que nenni, c'est un bon endroit pour travailler, sûrement pas cher, et en tout cas assez spacieux pour l'ensemble de ses assistants, l'auteur ignora et continuera son train-train quotidien. Quelque temps après, les différents assistants et l'auteur lui-même ont commencé à observer des événements assez étranges. Ces incidents, qu'on peut dire assez particuliers, se résument principalement à la présence de griffures au plafond, l'odeur d'eau usée ou usagée dans l'ensemble de l'immeuble, et la lumière qui se met à s'éteindre et s'allumer de façon irrégulière et sans raison. Une personne sensée se dirait l'immeuble doit être vieux ou le quartier est assez vieux, une mauvaise circulation d'eau ou un problème d'électricité. Les griffures, peut-être que c'était là avant, on n'a peut-être pas fait attention. C'était que le début, car plusieurs assistants ont témoigné qu'ils ont vu différentes ombres dans le bâtiment qui n'ont pas lieu d'être, se mouvoir, alors qu'il n'y avait personne. Si on accompagne un peu tous ces éléments au quotidien du mangaka et des assistants qui passent leur majorité du temps dans une pièce à dessiner, à suivre un peu les deadlines, ça fait un peu de la fatigue. Certains ont quitté car c'était trop pour eux, ils avaient l'impression d'être un endroit maudit, et d'autres sont tombés malades sans raison. Ce faisant, du coup, le manga, ou en tout cas les différentes œuvres, avaient du mal à suivre au vu des conditions de travail. L'auteur se dit, très bien, c'est la goutte de trop, je change d'endroit. Pour ceux et celles qui ont vu Sinister, changer d'endroit d'un lieu maudit, c'était aussi peut-être le clou sur le cercueil. Car peu de temps après, et comme il l'explique dans le dernier volume, en tout cas dans le volume 6 de son manga, il tomba malade. Je risque de bafouiller le nom de la maladie, donc je le mets à l'écran. L'auteur développa la maladie de la purpura thrombopénique idiopathique. Ça a un nom sacrément long. À quoi ça correspond cette maladie? La cause principale de la maladie est une diminution des plaquettes, entraînant un arrêt total de la coagulation. Ce faisant, il pouvait avoir des saignements internes ou externes complètement inattendus. Vous allez me dire, ça peut être la force des choses, peut-être qu'il était malade bien avant, peut-être qu'il ne l'a jamais constaté. Sauf que, quelques temps auparavant, il avait dessiné une scène similaire dans son manga, ayant les mêmes causes et conséquences. Pour certains et certaines diront, c'est juste un malheureux hasard, l'auteur n'a vraiment pas de chance, il enchaîne un peu les galères, mais de dire qu'il est maudit ou hanté, c'est vraiment tiré par les cheveux. Sauf que ça s'arrête toujours pas là, car au moment où il a été diagnostiqué de cette maladie, il en a développé une seconde. Un des côtés de son visage a gonflé comme un ballon, et il avait une chute anormale de sa température corporelle. Et encore une fois, c'était une scène qu'il a dessinée quelques temps auparavant dans son manga. L'auteur a dit
j'arrête tout, je mets en pause, je ne dessine plus ce manga pour ma santé personnelle. Car maintenant, il a la peur, et ce qui est complètement compréhensible depuis le début, que dès qu'il dessine quelque chose dans le manga, ça peut lui arriver. Et rumeur d'internet que j'ai pu lire, et je n'arrive toujours pas à retrouver les sources, mais je suis quasi sûr de l'avoir lu, c'est qu'il voyait même au sein de son domicile des ombres bouger, des bruits étranges et énormément de murmures. Maintenant, est-ce à cause du manga, ou est-ce que c'était à cause de cette histoire de temple brisé, ou est-ce tout simplement un malencontreux hasard? Personne ne le sait, et l'auteur ne cherche pas à savoir. Cela restera un mystère et boule de gomme. En tout cas, et si je peux vous rassurer, l'auteur va mieux et continue à dessiner des mangas. Toujours horrifiques, mais en tout cas, il ne souhaite absolument plus toucher, ni même parler de PTSD Radio. Enfin, parler. C'est un peu mensonger de ce que j'ai cru voir. Il a tenu encore une interview il y a quelques années de cela. Mais en tout cas, il l'a dit à plusieurs reprises, il ne souhaite plus toucher sa plume pour dessiner une PSD Radio. Et c'est pour ça, ça peut être très malsain de ma part, mais en tout cas, tout ce côté, ou toute cette histoire, rend encore l'histoire des plus étrange, et je comprends mieux aussi mon mal-être quand je lis PTSD Radio. Ça serait réellement méchant de ma part, mais à la manière de Soichi, je suis un peu maladroit, mais lisez PTSD Radio. Là, on a fait le tour des mangas que je peux vous recommander vraiment pour avoir des petits frissons d'horreur, mais sachez qu'il y a énormément de mangas sur cette thématique ou dans ce genre. Je n'ai pas parlé aussi de la grande famille des slashers, où il y en a énormément sous forme de mangas, mais aussi des thrillers fantastiques, horrifiques, etc. Peut-être pour les années suivantes, ou via des shorts ou autres. Mais en tout cas, pour moi, les trois que je viens de vous parler sont d'excellentes portes d'entrée, que ce soit pour des néophytes ou pour des costauds. Et sans transition aucune, on va parler cette fois-ci des films. Bon, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais je suis déguisé en sorcière, et qui dit sorcière dit chat noir. Et nous avons ici le magnifique manager Taco en train de nous raconter une petite histoire. Vous êtes parés? On va l'écouter tous ensemble. Effrayant, n'est-ce pas? Ah, vous êtes là. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, je suis une poule mouillée devant les films et séries d'horreur. Vraiment, il n'y a rien à y faire. Je crie, je panique, je passe de mauvaises nuits après. Je dis bien devant les bons films d'horreur, car il y a énormément de navets auxquels on rigole plus qu'autre chose. Et ben là, je vais vous parler d'un excellent film d'horreur, comédie. Oui, le mélange est très bizarre, mais vous allez passer un excellent moment, que ce soit pour les amateurs de comédie ou les amateurs de films d'horreur. Je vais vous parler de Deathstream. Après avoir perdu tous ses followers dans un scandale, un streamer tente de redorer son image en filmant son séjour dans une maison hantée. Le vidéaste est déterminé à prendre tous les risques pour créer le buzz, jusqu'à qu'il découvre une présence surnaturelle occupe véritablement les lieux. Mais quand il énerve accidentellement cet esprit vengeur, son grand comeback tant espéré devient vite un combat en temps réel pour sa vie. Deathstream est réalisé, produit, coécrit, co-managé, co-joué par Vanessa et Joseph Winter, deux personnes qui ont fait 80 ou 70% du film, ce qui est incroyable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite anecdote, le film a été tourné durant le Covid. C'est pour ça que Joseph, le scénariste, producteur, réalisateur, etc., est aussi l'acteur principal du film. Et c'est pour ça que ça fait un peu kitsch par moment, car ils n'avaient pas énormément de moyens, et ils se sont dit, c'est le Covid, on connaît un lieu hanté, avec plein d'histoires, on y va, on va tourner, et ça va être sympa. Et ça rend super bien, car le film est un mélange entre une vidéo YouTube de MrBeast, qui est en plein déclin, et le film Evil Dead, premier du nom. Il y a réellement de bonnes surprises, que ce soit en termes d'humour noir, parodique, des petits tacles sur le monde d'internet, mais aussi en termes de réalisation d'horreur. On trouve plein de choses, plein de goûts différents, et on ne peut que passer un bon moment. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, je l'ai vu au cinéma, et vraiment je passe un moment où je rigole en mode j'ai pas trop envie de vous dire, mais vu que le personnage est un peu un MrBeast qui est en train de perdre tout le monde, ses viewers et tout, il va faire des choix un peu illogiques en tant qu'être humain, enfin en tant qu'instant de survie, mais vont être logiques par rapport à ce qu'on voit déjà aussi sur internet, sur les vidéos, donc du toujours plus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des vues. Donc lui, son instinct primaire, c'est
faut que je me casse, il se passe des trucs bizarres. Pourtant, il est en train de streamer, il voit plein de gens en train de lui donner de l'argent, il voit les compteurs monter en mode oh bah je vais rester. Du coup, il va faire des choses que le chat va lui dire de faire et ça va lui retourner dessus. Et c'est très parodique, comme je disais, et très humour noir, mais l'horreur est très présent et ça marche du feu de Dieu. Petit point à la manière de Evil Dead, c'est assez goresque par moment, avec énormément d'effusion de sang. Donc, en fonction de votre tranche d'âge, je dirais peut-être en dessous de 12 ans, c'est peut-être chaud. 14 ans et plus, faites-vous plaisir. Death Stream, c'est un excellent film à regarder en famille. Aussi, le film ne fait que 1h27. Donc voilà, j'ai pas envie de trop vous en dire. Gardez-vous cette bonne surprise. Mais où est-ce qu'on peut retrouver le film ? Vous pouvez retrouver le film légalement sur la plateforme Shadows, qui est une plateforme 100% française et qui peut être définie comme le Netflix de l'horreur, science-fiction, fantastique. Leur catalogue est très complet et tout ça pour la modique somme de 4,99€ par mois. Comme toujours, je ne suis pas sponsorisé, mais cela vaut vraiment le coup pour les amateurs, amatrices de films, d'horreur, fantastique ou de science-fiction. Bon, parlons peu, parlons bien. Maintenant, je vais vous parler d'un film qui m'effraie encore aujourd'hui. Je l'ai vu une fois, je veux pas le voir 2 fois ni 3 fois. Et vraiment, je me sens encore mal à l'aise. Et rien que me dire que je dois faire du montage derrière, chercher les parties audio, ce genre de choses, j'ai peur. Vraiment, enfin, j'ai pas envie de revivre les émotions que j'ai vécues dans le film. Pourtant, je vais vous en parler car je pense que c'est un excellent film d'horreur. Enfin, je ne pense pas. C'est un excellent film d'horreur. Je vais vous parler d'Incantation. Il y a 6 ans, Lee Jo-nan était frappée d'une malédiction après avoir brisé un tabou religieux. Aujourd'hui, elle doit tout faire pour protéger sa fille des répercussions de ses actes. Incantation est un film taïwanais réalisé par Kevin Ko de type found footage comme Death Stream mais sans l'humour et qui dure 1h58 je crois ou 1h51 si je dis pas de bêtises, donc un peu moins de 2 heures. L'un des gros points noirs du film est qu'on va souvent vaciller entre le présent et le passé sans réelle indication visuelle, sonore ou de mise en scène. Ce faisant, on va se passer d'une scène à une autre, on se dit comment ils ont pu se téléporter ou tout ce genre de choses. Après on se dit ah non, ça doit être le passé ou ah non, ça doit être le présent. Ce qui fait que vous devez vraiment être à 200%, en tout cas dans la grande première partie du film, et une fois que vous êtes dedans, vous pouvez plus y quitter. Le deuxième point noir du film, c'est qu'il est effrayant, mais vraiment, il est angoissant comme jamais. On l'a vu avec madame dans le noir devant la télé, pire erreur de ma vie, je crois que j'ai passé les pires nuits, elle aussi, vraiment foncé. En tant que spectateur européen, on va dire, on est habitué à voir des films d'horreur américains, donc soit souvent remplis de jumpscares, ou des films souvent à ambiance psychologique, sur la nature humaine, à extrapoler quelques êtres surnaturels. Mais on est beaucoup moins familier au cinéma asiatique et par extension du cinéma asiatique d'horreur. Mais pourtant, il y en a énormément de choses et énormément de bonnes idées de réalisation et de manières de faire peur. On a tendance à voir dans les films d'horreur d'aujourd'hui plus ou moins les mêmes choses, souvent tournant autour de l'exorcisme et de la religion chrétienne. Mais ici, dans Incantation, ça va être un mélange de religion bouddhiste tibétaine et hindouiste. Un univers qu'on est très peu familier en tant qu'Européen. En tout cas, pour ma part, je suis très peu familier. Ce faisant, on va découvrir une nouvelle manière de prier, des nouvelles manières de gérer, on va dire, les divinités, mais aussi les êtres maléfiques. C'est peut-être dit de façon très bête, mais c'est ce que je pense réellement, car de mon point de vue vraiment de pur amateur de cinéma, quand je dis pur amateur dans le sens où je suis pas du tout un expert, je m'y connais pas du tout, tout est lié, que ce soit dans le jeu d'acteur, les mises en scène, les jeux de caméra, les jeux de lumière, le son, les musiques. Pour moi, tout est en alchimie dans le film. Bien qu'on soit habitué au type found footage en tant que spectateur européen, encore une fois, au travers des différents Paranormal Activity ou le projet Blair Witch, on peut se dire qu'Incantation souffre de quelques défauts, notamment de pourquoi la caméra se trouve là-bas, pourquoi ils ont filmé de telle manière, pourquoi la mère a décidé de filmer tel moment de la vie. Mais tout ça, ça prend du sens dans le dernier quart du film. Mais je ne vais pas vous dire plus que ça. Les défauts que vous pouvez constater au début du film prennent du sens au fur et à mesure. Et c'est là où c'est très malin, car même quand le film se termine, on continue à cogiter dessus
Et ce qui fait que les angoisses qu'on a créées durant ce film nous accompagnent durant nos pensées. Car il y a une part de mystère, une part de réflexion. Et c'est incroyable, vraiment. J'essaie d'être le plus évasif possible, car autant pour un manga qui fera peut-être 6 ou 10 volumes, ça me dérange pas en tant que lecteur qu'on me donne quelques billes d'intrigue pour me lancer dedans. Autant pour un film de 2 heures qui va se jouer énormément sur du mystère, de la réflexion et de l'horreur, donner des billes de réflexion ou de scénario peut vous gâcher le plaisir. Donc je préfère ne vous rien dire que plus que le synopsis. Foncez-y, vous n'allez pas passer un bon moment, mais en tout cas si vous êtes grand amoureux de films d'horreur ou amateur de films d'horreur, vous allez trouver votre compte. Et c'est vraiment, je pense, un excellent film à regarder, si possible en compagnie d'amis, de famille. Ne soyez pas tout seul dans le noir à le regarder, mais allez-y. Bien que je ne vais pas vous donner d'éléments de scénario, je peux au moins vous dire qu'il n'y a pas de jump scare à l'américaine, c'est-à-dire silence, non, tout est dans l'ambiance. Et ce qui est pire, vraiment, ce qui est bien pire, je vous le dis, mais il n'y a pas de jumpscare, donc même pour les plus cardiaques d'entre nous, vous pouvez y aller. Pour les plus insomniaques que nous, on fait partie de votre team maintenant. Kevin Ko maîtrise les outils du cinéma et nous le démontre en proposant une expérience cinématographique épouvantable, horrifique et surtout malaisante. Plus on avance dans le film, plus la malédiction est forte, et plus l'ambiance est lourde, et plus on sert nos petites noisettes, ou notre compagnon. Et comme la protagoniste, on n'a qu'une hâte, que tout s'arrête. Pour cette conclusion, je récupère mes 2 petites mains. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai l'impression de l'avoir rushée, notamment sur la fin. Encore une fois, j'ai toujours du mal à faire un peu une vidéo fourre-tout de recommandations. C'est un exercice que je maîtrise toujours pas. Et ça n'aide pas aussi avec le fait qu'il m'a manqué pas mal de temps sur cette mi-octobre, fin octobre. En toute franchise, je voulais vous parler de beaucoup plus d'œuvres, au moins de 2 animés en plus et un roman. Malheureusement, le temps m'a manqué et je n'avais ni l'énergie ni la force de préparer tout ça correctement. Donc je me suis limité qu'à 3 mangas et 2 films. Et encore, j'ai l'impression d'avoir rushé pas mal de choses ou pas mal d'éléments. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aussi des recommandations à partager auprès des autres spectateurs et spectatrices de l'horreur, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, moi ça m'intéresse toujours. Et voilà, passez un excellent Halloween auprès de vos proches. Savourez les bonbons. Et voilà, je commence à être fatigué, ça se sent. Donc, faisons une conclusion courte. La bise. La bise.